Bonjour à tous et tout d'abord, bonne année. Allez, bonne année. Bonne année. On vous souhaite à tous plein de belles surprises et évidemment plein de séances très spéciales, mémorables. Et bonne résolution, cette année, on s'organise. Ah bon? Bah oui, parce que l'autre fois, c'était quand même le bazar. Oh, à ce point? Ah oui, mais t'inquiète, cette fois, j'ai pris des notes et je vais annoncer le programme. Oui, il va nous faire les prévisions de l'émission. Et comme ça, nos amis, là, ils seront pas largués. C'est quand même mieux quand on sait tout ce qui va se passer, n'est-ce pas? Alors, dans l'ordre, on lève le voile sur le film Mystère de Bernard. Le brouillard se lève. Ah, ok. Ensuite, on parle du film. Et là, le ciel s'éclaircit. Et on enchaîne par des questions-réponses sur les salles de cinoche. Ah, du soleil pour nous réchauffer. Ouais. Et on embraye direct sur le nouvel invité, Rambo. Ah, Rambo? On a Rambo comme invité? Ah oui, mais c'est pas le cyclone que vous imaginez. Ah, bon. En tout cas, il nous raconte sa séance spéciale. Qui a généré une véritable tempête dans son cerveau. Bon. Et on termine donc par un Blu-ray que t'as aimé. Un arc-en-ciel après la tempête. Voilà, comme ça, c'est carré, c'est clair, on sait à quoi s'en tenir. Bon, eh bien, merci de nous avoir annoncé cette fabuleuse météo pour cette deuxième émission. C'est parti. Météo. Et je descends dans le GC. Et à ce moment-là, il y a à peu près les mêmes spectateurs assis aux mêmes endroits. La semaine dernière, Bernard Pavelec nous racontait une expérience qui semblait tout droit sortie du film qu'il était allé voir. Oui, ce film qui parle de déjà-vu avait pris une tournure presque surréaliste lorsque, le lendemain, il était retourné le voir avec des amis dans le même cinéma à la même séance. Et là, surprise totale, en entrant dans la salle, il avait retrouvé certains spectateurs de la veille assis aux mêmes places, comme si tout se rejouait à nouveau à l'identique. Et là, pendant quelques secondes, je ne savais plus quel jour j'étais, quoi. Complètement déstabilisé, pris entre l'impression troublante de vivre un véritable déjà-vu et celle d'être aspiré dans le film lui-même, quel fabuleux hasard quand même cette répétition d'une séance, précisément pour un film où se répète à l'infini une journée. Non mais vraiment, j'ai halluciné. Eh oui, vous l'avez deviné, ce film, c'est Un jour sans fin, sorti en 1993 et réalisé par Harold Ramis, avec Bill Murray dans ce rôle devenu iconique d'un présentateur météo condescendant et méprisant qui se retrouve à revivre indéfiniment ce même jour de la marmotte dans la petite ville de Punxsutawney. Présentateur météo? Pourquoi ça me dit quelque chose, ça? Ah, mais d'accord. Vous êtes foutu de ma gueule, quoi. I'm reliving the same day over and over. Alors pendant le live, tous les invités avaient déclaré leur amour pour ce film. Extrait. Ouais, fan de Bill Murray. Je suis un grand fan du premier SOS Fantôme, que je préfère, mais ça reste un classique absolu. Hein. Ça fait partie de ces comédies hyper populaires qui réunissent tout le monde. Et là, on se dit vraiment que Harold Ramis avait vraiment le feu sacré. Et puis Bill Murray au sommet de son art. Bah alors, toi, t'en as pensé quoi de ce film? Ah, moi aussi, je trouve que c'est un film absolument passionnant, à commencer par sa manière d'exploiter ce concept très simple d'une journée qui se répète indéfiniment. Et on peut dire qu'il est exploité à fond, jusqu'à son paroxysme. Pas de digressions inutiles, pas de sous-intrigues superflues. Non, on est coincé dans cette petite ville avec une série de personnages clés qui nous sont présentés dès le début. Et ensuite, le film creuse inlassablement l'idée de la répétition, en reprenant, à quelques exceptions près, les mêmes événements, les mêmes personnages, et en les confrontant aux réactions de ce présentateur météo cynique et blasé. Rien ne change, ce sont ces réactions qui évoluent. Call me Bronco. Et là, franchement, c'est un pur régal, c'est hyper jouissif. Comment ce personnage découvre cette situation, comment il la subit, comment il l'exploite à son avantage, avant de plonger dans le désespoir. Lincoln in Pittsburgh. Et c'est très amusant de voir ce Phil Connors manipuler tout son entourage pour assouvir ses désirs. Lincoln High School. Ou plus tard, de le voir se prendre pour un dieu tout-puissant. Shop makes noises like a chipmunk when she gets real excited. Et tout tient principalement à un mécanisme dont je parlais récemment dans l'analyse de Mad Max.
l'ironie dramatique. Vous savez, ce décalage de connaissance d'informations que nous, spectateurs, avons avec le héros du film ou un autre personnage et qui génère une émotion, qu'il s'agisse de tension, d'angoisse ou de rire. Okay? Et donc, l'ironie dramatique, c'est le mécanisme qui est quasiment à l'œuvre dans chacune des scènes du film, du début jusqu'à la fin. Ce qui nous amuse, ce qui nous titille, c'est le décalage constant entre Phil Connors et tous les autres personnages qui n'ont absolument aucune connaissance de la boucle temporelle dans laquelle il est enfermé. You speak French. Et attendez, ce n'est pas tout. Ce qui est génial, c'est qu'au fur et à mesure que le film progresse, que les journées se répètent, eh bien cette ironie dramatique n'arrête pas de s'étendre. C'est comme si on avait plusieurs couches qui s'accumulaient comme un millefeuille, puisque nous n'arrêtons pas de vivre comme Phil Connors de nouvelles expériences, que nous connaissons de plus en plus d'éléments, alors que tous les autres personnages, eux, retournent sans cesse au point zéro. L'écart ne cesse de se creuser entre eux et nous. Et du coup, tout prend un double, un triple, un quadruple sens. La répétition crée une richesse narrative où un mot, une phrase, un événement peut acquérir une résonance nouvelle. Résultat, des scènes absolument exquises, truffées de sous-entendus, de non-dits, avec de multiples degrés de lecture. Et franchement, en matière d'ironie dramatique, ce film est un pur bijou. This is the best day of my life. Mine too. Mine too. Et ce que je trouve particulièrement brillant, c'est la réalisation. À quel point elle n'a pas peur de jouer avec la répétition. Sweet dreams. Signalons d'abord un parti pris de mise en scène loin d'être anecdotique. Elle ne s'encombre d'aucun effet de transition, tape à l'œil pour signaler le passage d'une journée à l'autre. Pas de flash, pas de tunnel lumineux ou autre gimmick visuel. Non, rien de tout ça. Ici, on manie l'art subtil du cut, l'essence même du cinéma. Par exemple, ce simple cut, qui deviendra quasi obsessionnel dans le film, sur le réveil qui passe de 5h59 à 6h. Franchement, il n'en faut pas plus. Pour le reste de la réalisation, sous ses airs modestes, avec des plans souvent statiques, on pourrait penser qu'elle manque d'intérêt. Mais ça serait confondre simplicité et simplisme et passer à côté de ce qui rend ce film si puissant. Car ici, la mise en scène, loin de chercher à en mettre plein la vue, choisit la discrétion. Et c'est précisément cette discrétion qui permet de toucher le spectateur en plein cœur. Elle est complètement au service de l'histoire et nous plonge directement dans l'expérience de Phil Connors. Tenez, un exemple. Lorsque notre présentateur météo vit sa deuxième journée, eh bien on réutilise exactement les mêmes cadrages que la première journée. Et regardez la rencontre avec son ancien copain de classe, complètement excentrique qui vient lui coller les baskets. Exactement le même cadrage. Et on le retrouvera à l'identique, à la troisième répétition et à d'autres moments dans le film. Phil Connors, Ned. Alors évidemment, on s'en rend pas compte, on vit ça de façon complètement inconsciente, mais justement, c'est ça qui participe à nous rendre la scène encore plus étrange. Tout est identique, décor, personnages et mise en scène. Le film se répète à nos yeux de spectateurs, comme la journée aux yeux de Phil. Si le cadrage avait changé, on aurait perdu cette impression. J'ai remarqué un truc dans ce film. Il n'y a pas de méchant. Oui, tout à fait. Il n'y a pas véritablement de figure antagoniste dans cette histoire. Certes, Phil Connors rencontre des défis incarnés par des personnages, ce Ned Ryerson par exemple, et évidemment Rita qui résiste à ses avances. Mais ils sont très loin d'être des méchants à proprement parler. À cet égard, on pourrait dire que le seul antagoniste, eh bien, c'est la boucle temporelle elle-même. C'est elle qui fonctionne comme l'élément qui met à l'épreuve le héros. C'est un peu contre elle qu'il se bat. Ou du moins, elle crée une situation où il se retrouve confronté à des défis. Et on pourrait aussi bien se dire qu'en fin de compte, le véritable méchant, l'opposant principal de ce présentateur météo, eh bien, c'est lui-même. Car, on va en parler après, la progression narrative du film repose en quelque sorte sur sa bataille intérieure. Confrontation avec son égoïsme, son cynisme, son mépris à l'égard d'autrui, son incapacité à se connecter aux autres. Et le fait qu'il soit présentateur météo, ce n'est pas innocent. Et c'est même très pertinent d'avoir un personnage blasé, presque fatigué de prévoir tous les jours le temps du lendemain, qui se retrouve, à cause d'un événement météo, coincé dans le cauchemar d'une journée qui se répète à l'infini. C'est quand même le comble de l'ironie. Et la marmotte aussi, elle prédit le temps. Alors en plus, elle s'appelle comme le présentateur, Phil. C'est bizarre, hein?
Absolument, et ça nous fait une ironie de plus. Punxsutawney Phil, the world's most famous weatherman, the groundhog. Ah, je vous avais prévenu, hein, de l'ironie, il y en a à tous les étages dans ce film. Donc cette fameuse marmotte ironiquement appelée Phil, qu'on célèbre ce jour sans fin, et vers qui tous les regards sont tournés pour l'entendre délivrer les prédictions du temps pour les semaines à venir, ah, sauf un qui lui tourne le dos, devinez qui? C'est évidemment le double de notre héros qu'il jalouse et méprise très fortement. You like your guys with the prominent upper teeth? Alors si ce jour-là, la marmotte sort de son enfermement, pour Phil Connors, la tâche va être ardue pour sortir du cauchemar de cette journée sans fin. Et c'est pas en kidnappant cette pauvre marmotte et mettre un terme à son existence qu'il va y arriver. Et le suicide, c'est pas non plus une porte de sortie. Non, non, il va falloir qu'il change. Et c'est là que le film est particulièrement réussi et passionnant. I'm sorry, what was that again? I'm a god. Alors, on ne rentrera pas ici dans le détail. Mon but, c'était déjà de vous faire comprendre qu'à mon humble avis, ce film est une véritable pépite. Mais si vous voulez une analyse plus en profondeur, avec certaines scènes clés vues à la loupe, faites-le moi savoir en commentaire. Mais alors, dis-moi là, ça fait combien de jours en tout? Ça doit faire une plombe, non? Ah, sur ce point, le film reste complètement flou, au même titre qu'il n'aborde absolument pas l'origine de cette boucle temporelle. Et ça, évidemment que c'est la force du film, car en n'expliquant ni son origine ni sa durée, cette boucle prend une dimension quasi éternelle, et le récit dépasse la simple histoire de temps pour atteindre quelque chose qui tient plus du voyage intérieur. Le voyage intérieur de cet être cynique, égocentrique, désabusé qui va traverser plusieurs étapes pour devenir meilleur et finalement se réveiller sous un nouveau jour. Mais pour en revenir à ta question sur le nombre de répétitions, eh bien le scénariste et le réalisateur imaginaient qu'il pouvait bien avoir passé 1000 ans dans cette boucle temporelle. Ah, carrément. Mais certains fans ont fait des calculs et on arrive au maximum à 10 ans. Ça me paraît plus raisonnable, ça. Voilà, donc je vous conseille vivement à tous ceux qui ne l'ont pas vu cette excellente comédie qui parle de répétition, de routine, celle qui peut être aussi bien vécue comme une malédiction que comme une opportunité pour s'améliorer, pour mieux comprendre ce qui nous entoure, pour apprendre. Une belle exploration de notre capacité à évoluer, à voir les choses différemment, même lorsque tout semble figé. Une invitation à la modestie et à l'altruisme, sans jamais tomber dans le moralisme ou la lourdeur. En tout cas, personnellement, je ne me lasse pas de le voir et de le revoir. Vraiment, chaque visionnage, c'est un délice de voir se révéler de nouveaux détails, de nouvelles nuances. À mon sens, Un jour sans fin fait partie de ces œuvres intemporelles qui ne se figent jamais, même dans la répétition. Alors maintenant, changement de sujet, on reparle des salles de cinoche. Oui, et revenons à Bernard Pavelec, réalisateur de Prochainement nulle part, qui retrace ces 4000 salles de cinéma qui ont été détruites en une quarantaine d'années. Au moment où je l'avais rencontré, tu lui avais posé une question. Le jour où on pourra tous aller dans l'espace, qu'on aura des gros vaisseaux spatiaux, est-ce qu'il y aura des salles de cinéma dedans? Et est-ce qu'on pourra voir Star Wars? Et à mon avis, on va bien rigoler parce que... Enfin, voilà. Et est-ce qu'il y aura des salles de cinéma, quoi? Au moment où je l'ai fait, effectivement, des gens se demandaient même si ça allait quand même perdurer le cinéma. Et d'autres disaient non, non, c'est fini. Même les grandes salles, ça va devenir des salles de concert. Tu sais, le Grand Rex, ils faisaient des concerts. Ah non, le Grand Rex, c'est fini, ils vont passer que des concerts. C'était dans l'air, quoi. C'était finalement, ou peut-être les blockbusters s'accumulant. Je crois qu'il y a ça, hein, il y a George Lucas, La Guerre des Étoiles, ça a fait réouvrir les grands écrans. Parce que ça arrive aux États-Unis, ça fait rouvrir ou construire des multiplex grands écrans. Parce qu'à l'époque, aussi, tout le monde disait, non, mais les grands écrans, c'est fini, on fait que des films d'arrêt essai. Quand La Guerre des Étoiles est revenue, après Les Aventuriers, c'est là que d'un seul coup, ah bah oui, tiens, finalement, les grands écrans, finalement, toi, George Lucas, il le sait ou il le sait pas, mais c'est grâce à lui que des milliers de salles ont été rouvert, toi, et le Mastander a été rouvert là-dessus. Il y a le retour de l'aventure sur grand écran, c'est-à-dire Les Aventuriers, Spielberg. Donc, on garde un grand écran, tu vois, on découpe pas en trois le Maslander. Mais à un moment, on était dans vraiment... Non, je pense que la salle va perdurer parce que le cinéma a un peu besoin de la salle de cinéma rien que pour faire la promotion du cinéma. C'est-à-dire que le film, il existe parce qu'il est passé au cinéma et donc il y a les critiques de cinéma. Maintenant qu'on voit le succès des avant-premières au cinéma, d'ailleurs tant mieux pour les gens en province où tu as les acteurs, les stars, les producteurs, ils font des fois 100
salle en province avec des présentations du film, débat après le film, faut avoir un dialogue avec le public, mais tout le monde est content en fait, les acteurs sont contents, les producteurs sont contents, les distributeurs sont contents, les gens sont contents et ça fait marcher les films. En plus les multiplex, ils ont trouvé un peu leur économie, c'est-à-dire qu'il y a 2 personnes ou 3, 4 qui font tourner 20 salles, quoi. Il y a un mec qui fait tourner 4 projecteurs ou même 10, quoi. Donc, en plus, les multiplex sont faits sur des terrains loin du centre-ville, donc ils coûtent moins cher. Donc c'est pour ça d'ailleurs que ça s'est créé, parce que ça coûtait moins cher, alors que le cinéma en centre-ville, finalement, valait mieux vendre des fringues que des fauteuils où des gens les payaient 10 €. C'est-à-dire que la rentabilité d'un cinéma en centre-ville, vu le prix du mètre carré qui a augmenté, devient, sauf s'il est aidé, protégé, ou si les murs appartiennent au directeur de la salle. Et on voit bien sur les Champs-Élysées, il y a le cinéma Normandie qui a fermé il y a une semaine, parce que là, le Qatar, qui appartient à l'immeuble, il a dit, bon, nous, on loue ce prix-là, parce que le bail était arrivé à la fin, on loue ça, soit vous payez, soit vous partez. J'essaie de dire, on part, parce que le bail, ils l'ont augmenté X%, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des boutiques de luxe à la place du cinéma. Donc l'aspect multiplex, c'est un peu comme Carrefour, les centres commerciaux. C'est pour ça que je pense que ça va durer. C'est vraiment la salle de centre-ville qui est plus menacée. Et de toute façon, il enferme tout le temps. C'est-à-dire que là, il ne reste plus qu'un cinéma sur les Champs. Avant, il y en avait 30, il y a 20 ans. Il ne reste plus qu'un. Je crois que c'est Publicis-Élysée. C'est le point. Plus qu'une seule salle de cinéma sur les Champs-Élysées, j'avoue que ça me fait un petit pincement au cœur. Je me rappelle comme si c'était hier, quand je suis arrivé en 1990 à Paris et que j'étais complètement émerveillé de voir cette avenue remplie de cinéma. C'était vraiment magique. Alors, coïncidence totale, suite à la première émission, un abonné nous a envoyé une photo d'une de ces petites salles disparues. Elle s'appelle justement le cinéma Normandie. Incroyable, non? Celle-ci se trouve à Bayeux. Merci Jean-Michel pour le partage. Bon, c'est pas tout à fait le même standing que celle qui était sur les Champs. Alors, j'ai eu une petite idée. Je me suis dit que ça serait sympa que cette émission soit aussi le lieu où l'on prolonge la mémoire de ces salles. Donc si vous aussi vous avez une salle de cinéma qui a été emblématique, dans laquelle vous avez des souvenirs très forts, je vous propose de m'envoyer une photo accompagnée d'un petit texte. Une description de la salle, son atmosphère, des anecdotes, des films qu'elle vous a fait découvrir, bref, tout ce qu'elle peut représenter à vos yeux. Et dans les prochaines émissions, je me ferai un plaisir de partager vos trésors. Pour me contacter, rien de plus simple, vous trouverez mon email dans la description de la chaîne. Alors justement, pendant le live, on avait demandé aux invités quels étaient leurs trésors à eux, quels souvenirs précieux ils gardaient de leur première fréquentation de ces salles obscures. Que j'étais en région parisienne, à Plaisir, dans les Yvelines, et il y avait un petit cinéma qui s'appelait le Jacques Becker. C'était tout au fond d'une galerie commerciale, à une petite demi-heure à pied de là où j'habitais. C'était un endroit où j'aimais vraiment beaucoup aller. À partir de 10 ans, mes parents m'ont laissé y aller tout seul. Le premier film que j'ai vu là-bas tout seul, c'est Explorer de Joe Dante en 85. Après, je me souviens, les Goonies, les gars qui bossaient au cinéma, me connaissant bien, me disaient « Ah, va voir ça, va voir ça ». Donc, je me souviens d'être allé à la première projection de Réservoir Dogs, c'est arrivé près de chez vous, Le Festin Nu, des choses comme ça. Et c'est là où j'ai passé une bonne partie de mon enfance et toute mon adolescence. Et c'est aussi dans cette salle que j'ai commencé à collectionner les affiches de films et à acheter des photos, des lobby cards. Et c'est le seul cinéma que j'ai connu quand j'étais gamin. Un très très bon souvenir. Alors moi j'étais aussi en région parisienne comme Melville, mais de l'autre côté, j'étais vers Logne, Torcy, Chelles, Noisy-le-Grand. Et je me rappelle à Chelles d'un petit cinéma de quartier où j'avais découvert en 1986 pour une ressortie 20 ans plus tard, Opération Tonnerre, le James Bond, où du coup j'étais pas né quand il est sorti parce que je suis dans 80, mais je l'ai vu avec mon grand frère en 86 dans un petit cinéma comme ça, et j'aimais beaucoup cette ambiance. Justement, il y avait les ouvreuses, des friandises, qu'on a perdu un petit peu après avec les multiplex où là c'était à l'entrée. C'était autre chose, on va dire. Au tout début, les deux films qui m'ont marqué, je les ai vus. J'étais en région parisienne, mais c'était dans des petites villes. Donc c'était des toutes petites salles. Et c'est après que je suis parti dans le sud, du côté d'Antibes. Et c'est à peu près 2 ans après, donc à partir de 13 ans et demi, que j'ai commencé à aller à fréquenter les cinémas vraiment régulièrement, jusqu'à 17 ans, dans ces villes de la Côte d'Azur, Nice, Antibes. Donc il y avait un cinéma à côté de mon collège, je me souviens très bien. Donc à chaque fois que je passais, j'étais obligé de passer devant le cinéma à chaque fois que j'allais au collège. Et je regardais à chaque fois bien sûr les photos d'exploitation. Et c'est ça qui m'attirait au départ, c'est les photos d'exploitation. This man? You'll love this. He hot girls her to death. Mister, we're trying to watch it. Ah bah voilà, c'est maintenant.
Nouvel invité, Rambo. Oui, Rambo, notre deuxième invité qui va nous faire le récit de sa séance très spéciale. Tout d'abord, présentation. Alors, première précision, son nom de famille ne s'écrit pas tout à fait pareil. Voilà. Et on le prononcera plus Rambo que Rambo. Petite nuance quand même. Exactement. Alors, Baptiste, de son prénom, tient plus du poète Rimbaud que du soldat Rambo. C'est davantage la plume que la mitrailleuse qu'il manie. Mais toujours est-il qu'il aurait pu en parler de Rambo, le film. Car son combat à lui, c'est aussi l'analyse, l'explication, le décortiquage. Pendant 5 ans, il a animé un podcast où il nous éclaire les secrets de narration. Au total, 79 épisodes qui sont vraiment passionnants. Aujourd'hui, il anime un nouveau podcast pour le site de la Cité européenne des scénaristes. Et là, il va à la rencontre des professionnels du cinéma, des réalisateurs, des scénaristes, des chefs opérateurs. Bon, et maintenant, c'est l'heure de la séance très spéciale de Rambo. Baptiste. Alors, on est en 2015. On est début 2015. C'est au festival du film fantastique de Gérard Armé. Donc, c'est un festival, j'ai la chance d'y aller depuis 10 ans. J'ai pas loupé une édition depuis ce moment-là. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un festival qui a lieu à Gérard Armé, qui anciennement était le festival du film fantastique d'Avoriaz, qui dans les grandes époques du cinéma de genre, donc les Wes Craven et compagnie, diffusait et mettait en lumière, en première projection en France, des grands films d'horreur et fantastique. Et donc, ça s'est prolongé à Gérard Armé. J'avais 22 ans. Le cadre du festival de Gérard Armé, ce qui est un peu particulier, c'est que bon, déjà, ça elle est pleine, et elle est pleine de fans de genre, donc de gens qui réagissent beaucoup. Quand tu vas voir un film à Gérard Armé, il a toutes les chances avec lui. Même si c'est un film qui est pas terrible, chaque idée, chaque générosité dans le film va être appuyée par le public qui va applaudir, qui va réagir, etc., etc. T'as aussi un cadre qui te sort de ton chez toi et qui te plonge dans une ambiance qui sert le film en fait. Et avec des salles typiques, t'as un projecteur qui marche à moitié, t'as le fauteuil qui fait mal et qui grince, t'as le parquet qui fait du bruit quand on marche dessus. Mais en fait, c'est l'intérêt de ce contexte-là, de pas avoir la salle où tous sont pareil, etc., comme certains festivals qui se passent dans des multiplex un peu sans charme, quoi. Alors, en fait, c'est un peu marrant, la façon dont j'ai le festival de Gérard Armé, c'est que pendant quelques années, c'est une histoire de potes, c'est-à-dire que j'avais des potes qui faisaient comme moi des courts-métrages amateurs à 20 ans, eux ils venaient de Caen, moi je venais plus de la Bourgogne, mais on s'est rencontrés sur des projets, et en fait, l'un d'eux connaissait un type qui bosse sur les festivals du Public System Cinéma, et donc il nous permettait d'avoir des accrètes gratos pour ces festivals. Et donc j'étais avec un groupe de potes qui faisaient aussi des films, ce qui est assez particulier, c'est-à-dire que chaque fois qu'on sortait d'un film dans ces festivals-là, on débattait de qu'est-ce qu'on avait aimé, qu'est-ce qu'on n'avait pas aimé, du scénario, de l'area, des lumières et tout. Et on était un petit groupe de 4-5 personnes, parfois plus. On y allait en covoite tous dans les bagnoles, et puis on allait à droite à gauche dans les festivals. Et on a fait comme ça Deauville, on a fait comme ça Beaune, mais surtout ce qu'on a préféré, qu'on a continué à faire, c'est Gérard Armé, jusqu'au moment où il a fallu qu'on le paye nous-mêmes. On a commencé à avoir des salaires, donc ça allait. Et il y a une séance donc qui m'a particulièrement marqué de cinéma dans ce festival-là, qui a eu lieu donc en 2015. C'est un film qui sort un peu du lot habituel, c'est ni vraiment de l'horreur ni du fantastique, c'était une comédie relativement absurde française. C'est un film en fait qui t'invite à connecter tout le temps des choses avec d'autres auxquelles ils ne sont pas censés être connectés, parce qu'il y a une strate au présent, par exemple une strate au passé, une strate au futur, il y a une strate qui est dans un rêve, il y a une strate qui se passe à la télévision dans un film, donc dans la fiction, et donc ce que fait le film, c'est qu'il établit différentes strates comme ça, et à un moment donné, il va faire l'air de rien se rencontrer deux personnages ou deux éléments qui ne devaient pas se rencontrer, mais d'une façon qui est quand même suffisamment réaliste pour que tu dises ah peut-être qu'en fait l'un est issu de l'autre ou autre chose, donc tu essayes un peu de connecter le truc, et petit à petit on amène une troisième, il la connecte à une autre, et en fait ce qui se passe c'est que tu fais des liens et la toile se tisse dans ta tête, et à un moment tu dis ok donc là il y a le rêve qui rencontre le futur, qui cause à quelqu'un du présent, qui fait avec ça, mais d'une façon où il y a quand même un fil rouge, ou parce que ce que tu suis c'est le fil rouge du personnage, et évidemment le personnage est lui-même un personnage qui rentre dans la folie, donc il y a une question pour lui de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas, et comme lui il se rend compte que des choses doivent pas se rencontrer, on se dit bon il y a pas que moi qui trouve ça bizarre, lui aussi, donc ça nous donne aussi une raison de nous investir en disant il y a quand même une forme de réalité dans ce film, et donc on s'y raccroche, et donc on essaie avec lui d'accompagner en se disant peut-être que ça va aboutir, peut-être qu'à la fin on va arriver à quelque chose parce que lui chemine aussi là-dedans quoi. Et donc on est dans cette logique, on essaie de connecter les choses, et ce film jouait particulièrement là-dessus, mais avec la particularité que c'était assez frustrant parce qu'à chaque fois t'arrivais à une absurdité qui faisait que tu voulais connecter un truc, qui faisait que t'arrivais à une absurdité, et donc t'avais ce truc où tu t'en sortais jamais et ton cerveau tournait en boucle quoi, et ça allait nulle part, et t'étais le hamster dans sa roue, tu vois, qui courait, et moi je sors de la séance avec mes potes, et souvent ce qu'on fait quand on sort c'est le moment où on dit ce qu'on a aimé, pas aimé, ce qu'on a kiffé, et en fait moi j'étais incapable de sortir de cet état d'esprit, cette fin de séance, cette sortie de séance m'a tellement marqué parce que je n'arrivais pas à revenir au réel, c'est-à-dire je me vois encore, j'ai l'image de moi qui marche, qui longe le lac, qui revient un peu en ville en quittant l'espace lac, donc là où était diffusé le film, et dès que je voyais un élément, je sais pas pourquoi j'y pense, j'avais un arbre, une poubelle, une personne, je m'imaginais les lier, me dire est-ce que ça va ensemble, est-ce que machin, et donc j'étais rentré dans un délire où j'arrivais plus à en sortir, et une espèce de transe cérébrale, et j'ai mis, alors j'avais 20 ans et quelques, je sais pas si ça me le ferait encore aujourd'hui, mais je me rappelle que c'était fou, l'état dans lequel ça m'a mis. C'est pas un état de, comment dire, d'hallucination,
c'est vraiment un état de réflexion, de focalisation. Et en fait, sortir du film était très dur. Sortir revenir à la trivialité, quoi. Revenir à, mais on n'est plus en train de comprendre une intrigue ou un truc, quoi. Et c'était super dur. J'étais encore en train d'essayer de connecter des trucs que j'avais mal connectés en me disant, non, mais ça, c'était lié à ça, mais ça pouvait pas parce que c'était lié à ça et machin. Et je pense que beaucoup de gens, ça les a laissés sur le carreau. Et il y a des films comme ça qui sont aussi mal faits, notamment de ce réalisateur-là. C'est-à-dire où des fois, soit il te perd, soit c'est un peu juste pour faire du style. Mais là, ce qui est fort, c'est qu'il arrivait toujours, après t'avoir perdu, à te remettre une cohérence. C'est-à-dire, il passait de l'absurde au cohérent, à l'absurde au cohérent, à l'absurde au cohérent. C'est ce qui faisait qu'en fait, que le truc fonctionnait sur la durée, quoi. Alors, quel est ce film qui jongle entre l'absurde et le cohérent et qui a éveillé chez Baptiste un état de méga observation qui a perduré bien après la séance? Pour connaître la réponse, vous connaissez le principe. Rendez-vous au prochain épisode. Exactement, et elle sera diffusée fin de la semaine prochaine, le dimanche 12 janvier. Alors, on a presque terminé, faut juste que tu nous dises 2 mots sur le Blu-ray. Alors, un des Blu-ray que je me suis précipité d'aller acheter cette année, eh bien, c'est Papillon de Franklin Schaffner. Des années que j'attendais une sortie dans une qualité qui lui ferait honneur, et franchement, je suis pas déçu. Images magnifiques, beaucoup de bonus, et revoir ce film aujourd'hui, vraiment, quel bonheur. Bon, bah voilà, c'est terminé. Eh, c'est quand même mieux quand il y a quelqu'un qui te prédit la météo, non? Oui, c'est sûr, c'était plus organisé. Donc rendez-vous dimanche 12 janvier, et dorénavant, l'émission prendra le rythme d'une diffusion tous les dimanches. En attendant, vous connaissez la musique, likez, partagez, commentez, tout ça c'est important pour la progression de la chaîne. Et n'oubliez pas d'envoyer vos photos de salle de cinéma, je suis pressé de voir ça moi. Et si vous souhaitez nous soutenir financièrement, un lien Tipeee est à votre disposition. Et juste après le générique là, rendez-vous avec la voix là, elle va vous dire un truc. À bientôt. Et n'oubliez pas, écoutez pas toutes les conneries qu'on vous raconte. Les meilleurs films, c'est ton cœur qui te le dit. Alors, comme la précédente fois, je teste vos connaissances cinéphiliques. Cette fois-ci, un autre grand film qui s'est glissé à 19 minutes 32 de cette vidéo. Le premier à avoir répondu correctement dans l'espace commentaire aura son nom au générique du prochain épisode. Voilà, bonne année.